Sur la question du prix de l'énergie, effectivement, c'est une actualité qui est ressentie par beaucoup de Français. La facture qui monte, c'est un sujet évidemment premier dans le sens de la nécessité. Moi, j'ai pas du tout de capacité pour savoir quelle sera la tendance à l'avenir, est-ce que les prix vont continuer à monter ou pas. Mais j'essaie de ne pas raisonner en termes de prix uniquement. Il faut voir que l'énergie, comment dire, une nécessité, un produit dont on a besoin. Et au-delà du prix, pour moi, il y a des aspects stratégiques. En fait, si aujourd'hui les Français souffrent de cette hausse du prix de l'énergie, c'est parce qu'ils consomment de l'énergie. Et s'ils consomment de l'énergie, c'est parce qu'on n'a pas mis en œuvre au cours des décennies précédentes ce qui aurait pu être mis en œuvre pour avoir une économie plus sobre. Moi, j'ai une philosophie un peu décroissante. Moi, je pense qu'on a vraiment loupé des occasions dans le passé d'avoir des bâtiments mieux isolés, d'avoir des voitures qui consomment moins d'essence. Moi, j'ai fait mes études d'ingénieur en automobile au cours des années 2000 et j'étais persuadé que, vu le sujet du pétrole qui était déjà connu, par exemple, qu'on irait vers des voitures plus sobres. Et j'ai été complètement détrompé. On a vu la mode des SUV qui sont apparus. Et maintenant, les gens ont des véhicules qui peuvent consommer tout autant d'essence qu'avant, malgré les progrès techniques. Et ça, c'est une dépendance, en fait. Et on s'est rendu vulnérable à cette hausse des prix de l'électricité et du pétrole. Donc, moi, ce que je regrette, c'est qu'on n'ait pas pris des décisions meilleures par le passé pour éviter cette situation. Et je pense qu'on peut encore faire beaucoup de choses. Et d'ailleurs, les problématiques de climat, notamment, nous imposent de faire beaucoup de choses dans le secteur particulier du pétrole, moins d'électricité, mais surtout du pétrole. Et j'espère que ça, ce sera pris en compte dans les politiques publiques prochainement. Alors, pour ma part, je ne sais pas si on peut se passer de pétrole ou de gaz, mais ce que je sais, c'est que c'est indispensable. C'est-à-dire qu'on a un enjeu avec lequel on ne peut pas négocier, qui est un enjeu physique, c'est qu'on a mis trop de carbone dans l'atmosphère, et depuis des décennies. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une situation où il faut agir beaucoup et vite. Dans ce cadre-là, moi, il me semble que les solutions de continuité sont problématiques. Je pense qu'il faut évoluer avec une certaine vitesse. C'est ce qu'on appelle l'urgence climatique, il faut agir vite. Et effectivement, du coup, alors en France, ce n'est pas un travail sur l'électricité, qui est effectivement nucléaire et les barrages. En France, on n'a pas de centrale à charbon non plus. Les centrales à charbon, en fait, c'est l'enjeu numéro 1 sur le climat dans le monde. Parce que beaucoup d'électricité mondiale est faite au charbon. Mais en France, on a une électricité qui n'est pas faite comme ça. Donc, en France, les principaux leviers pour agir très très fort et très vite, ce sera le logement, avec notamment les logements chauffés au fioul et au gaz. Et puis, c'est le système routier, avec le pétrole qu'on consomme pour les camions et pour les voitures. Et donc, c'est sur ces secteurs-là qu'il faut agir vite et fort. Il se trouve que la France maîtrise la technologie nucléaire et donc pourrait l'exporter effectivement dans certaines régions du monde qui sont massivement dépendantes du charbon. Ça, ce serait très utile pour le climat. Mais du coup, ça ne se passe pas en France. Pour répondre à ta question, je regrette de te dire que l'énergie nucléaire aujourd'hui en France, c'est beaucoup de l'électricité. On fait beaucoup de notre électricité au nucléaire, mais c'est une petite partie de l'énergie totale utilisée. Ça veut dire que si on admet par exemple qu'on va passer toutes les voitures en électricité, il ne va pas falloir 2 ou 3 centrales nucléaires en plus, il en faudra beaucoup plus. Et on voit déjà que ça pose des problèmes d'acceptabilité sociale auprès de la population. Dans un univers contraint sur le plan énergétique, en fait, il faut faire des arbitrages. On ne peut pas tout avoir. Firas parlait du choix entre utiliser le pétrole à propos des voitures, le biocarburant, soit comment dire, les surfaces agricoles, soit on les attribue à l'alimentation humaine, soit on les attribue à nourrir nos voitures. Et puisqu'on parle de Frexit ici, l'Europe a une très belle politique des énergies renouvelables. Mais il faut aussi voir quelle est la réalité qui peut être pas du tout reluisante derrière. Derrière la politique européenne des énergies renouvelables, on aura par exemple, vous avez peut-être remarqué qu'à la pompe à essence, on est passé du samplon 95 et du samplon 98 et du diesel à E10, E85 et B. Et la raison, c'est que le E, c'est l'éthanol, donc c'est du biocarburant, donc le choix est fait. Pour avoir des objectifs d'énergie renouvelable, l'énergie renouvelable, dans le principe, c'est forcément bien. Mais dans l'application concrète, ça peut poser des problèmes redoutables. Et les objectifs quantitatifs d'énergie renouvelable de l'Union européenne sont extrêmement problématiques.
En clair, le choix il est déjà fait. On passe nos voitures aux agrocarburants. Et si vous comprenez bien le problème, ça veut dire que ça crée de la famine quelque part ailleurs dans le monde. Ou en tout cas une limite sur les ressources agricoles. Et autre exemple, on parle de biogaz. Dans certaines grandes unités agricoles en France, on produit du biogaz avec des méthaniseurs. Alors c'est très bien, ça entre dans les chiffres de l'Union européenne pour les énergies renouvelables. Mais il se trouve que quand on produit du biogaz, on obtient un résidu dont l'habitude est de dépendre dans les champs, et au bout de quelques années, ça peut diminuer sérieusement le rendement de ces champs. Donc, derrière l'idéologie de l'énergie renouvelable, qui encore une fois est très bien dans le principe, il ne s'agit pas de défendre les fossiles, vous me comprenez bien. Moi je suis plutôt décroissant et je suis plutôt pour décroître les deux en même temps. Mais ces arbitrages-là, aujourd'hui, sont déjà faits par l'Union européenne, et de façon, dans le silence médiatique, de façon assez désastreuse. Juste pour répondre à ça, juste l'occupation spatiale des éoliennes, le fait que ça prenne beaucoup de place au sol, c'est pas énorme, malgré le bloc de béton. En fait, quand on parle de mix énergétique, les éoliennes ont des avantages et des inconvénients. Les avantages, c'est par exemple cette surface occupée au sol qui est plutôt limitée. C'est une énergie illimitée dans le sens où c'est pas demain la veille qu'il y aura plus de vent. Par contre, effectivement, c'est aussi des inconvénients. On a cité le côté fatal et le côté intermittent. Bref, chaque source d'énergie a ses avantages et ses inconvénients. Pour le nucléaire, avantage, pareil, il y a une occupation au sol qui est faible. Par contre, il faut faire venir de l'uranium de l'étranger, et ainsi de suite. Aucune énergie n'est parfaite. Le pétrole, le principal problème, ça va être le réchauffement climatique, dont on parle beaucoup. Et le stock. Et il y a aussi le stock, évidemment. Bref, il n'y a aucune énergie parfaite. Et donc, la question n'est pas une question forcément technique. La question, c'est quelles sont les contraintes que l'on accepte. Une éolienne, par exemple, si le voisinage ne veut pas d'éolienne et qu'on est bien en démocratie, peut-être qu'il ne faut pas les faire. Dans ce cas-là, la contrainte, c'est la démocratie. Moi, il me semble que la contrainte numéro 1 aujourd'hui, même si en écologie, c'est loin d'être la seule, c'est le climat. Et de ce point de vue-là, encore une fois, nucléaire ou éolienne, c'est pas le sujet. La question, c'est la priorité. Et il me semble que les priorités doivent être débattues démocratiquement. On doit se mettre d'accord sur ce qu'on accepte et ce qu'on n'accepte pas. Si on n'accepte pas les déchets nucléaires, par exemple, il faut arrêter le nucléaire. Si on n'accepte pas d'avoir un système un peu intermittent, on pourrait faire un système un peu intermittent avec plus d'éoliennes, il faudrait adapter la consommation, il faudrait accepter de ne pas avoir d'électricité. Toujours quand on appuie sur un bouton, il y aurait des contraintes. Ce ne serait pas tout le temps, et puis des fois il y aurait des décharges, et puis on n'aurait pas d'électricité quand on a envie. Donc la question, c'est quelles sont les contraintes qu'on accepte. Et si on est en démocratie, c'est pas un sujet technique, c'est un sujet démocratique. Moi, il me semble que le sujet numéro 1, c'est le climat, et que donc il faut concentrer nos efforts là-dessus. Et donc là, dans ce cas-là, les éoliennes ont un gros impact médiatique, mais sur le plan du climat, c'est pas un impact important. Si on regarde le climat, c'est pas vers les éoliennes qu'il faut regarder, c'est du côté du pétrole, donc les voitures, l'agriculture, etc. Au cours de notre discussion, on a beaucoup parlé de contraintes. Effectivement, on va subir la contrainte d'avoir moins de pétrole. On subit la contrainte de devoir prendre en charge le changement climatique. Moi, je voudrais éviter quand même ce côté soupe à la grimace où on subit comme ça les événements. Il faut bien voir que un citoyen occidental, et typiquement un Français, a de l'ordre de plusieurs centaines d'esclaves énergétiques. Autrement dit, les machines que nous avons à notre service, les voitures et puis ce qu'on ne voit pas dans les usines, etc., représentent plusieurs centaines de fois la force d'un être humain. Et il s'agit de décroître un peu, c'est-à-dire de renoncer à une partie de ces esclaves énergétiques. Mais fort heureusement, on a beaucoup de marge de manœuvre, on peut faire beaucoup de choses et ce n'est pas forcément de la soupe à la grimace. J'avais une discussion tout à l'heure avec un membre de Génération Frexit. Si on prend par exemple les courses de Formule 1, les courses de Formule 1, c'est vraiment une icône du monde de l'abondance énergétique. Ce sont des gens comme ça, ils survolent avec des conteneurs entiers remplis de matériel automobile les continents pour aller faire des grands prix. Et puis on tourne en rond, il n'y a pas d'objectif, on tourne en rond, voilà. Et ça roule au pétrole. On peut très bien imaginer des courses de karts électriques avec les mêmes champions. Et les courses seront tout aussi spectaculaires, on aura le même spectacle à l'arrivée. Et ce ne sera pas triste. En fait, il s'agit de se réorganiser. Par exemple, le système autoroutier. Aujourd'hui, on a des norillas de camions et tout le monde est obligé de prendre sa voiture.
on peut très bien prendre des décisions politiques fortes pour avoir davantage de trains et coupler le train avec des vélos ou des voiturettes entre le vélo et la voiture qui auront presque le même confort qu'une voiture. Si on fait ça, on atteindra la sobriété sans la tristesse. Je pense qu'on peut multiplier les exemples de cet ordre-là. La sobriété, d'accord, c'est une contrainte, mais c'est pas forcément toujours renoncer et toujours faire le deuil de ce qu'on avait avant. Et pour répondre du coup sur la question de l'Union européenne, c'est une organisation qui a été construite dans les années 50-60 sur des bases productivistes, mercantiles. Aujourd'hui, c'est complètement obsolète en fait. C'est quelque chose qui nous encombre pour faire de la transition, quelle qu'elle soit, parce que ne faut pas oublier que l'Union européenne, c'est avant tout un ordre juridique, ce sont des traités qu'on a signés. On a gravé avec une valeur presque constitutionnelle tout un tas de règles, et ces règles-là n'incluent absolument pas les idées d'écologie, de sobriété. La biodiversité, c'est traité comme un problème secondaire. Faut bien voir que les objectifs principaux de l'Union européenne, c'est la libre concurrence, la circulation des capitaux. Je veux dire, c'est pas du tout les problèmes majeurs auxquels la population est confrontée. Alors peut-être qu'on aura moins de pouvoir d'achat, mais je rappelle que pour ce qui s'agit du climat, il s'agit de conserver quelque chose d'assez essentiel qui est d'avoir un climat vivable sur Terre. Et est-ce qu'on est prêt à renoncer au culte de la libre concurrence pour sauver le climat ? Moi je pense que oui, et donc cette Union européenne est une entrave. Alors, je vais essayer d'intervenir rebondir là-dessus. Je vais définir le découplage. Ce qu'on appelle découplage, c'est l'idée qu'on pourrait avoir de la croissance économique, et donc le PIB, l'ensemble des richesses créées par un pays qui pourrait augmenter, alors que l'impact écologique pourrait, lui, diminuer. Et alors, ce qu'on a vu dans l'histoire, hein, ces dernières décennies et ces derniers siècles, c'est une absence de découplage. C'est-à-dire que plus on est riche, plus on installe des systèmes techniques, plus ils ont un impact écologique. Aujourd'hui, les pays qui sont les plus pollueurs, ce sont les pays riches. En particulier sur le climat. Par exemple, un pays comme la France, qui a... alors, on dit souvent que la France a une électricité décarbonée, donc c'est un bon élève. Mais à vrai dire, ça ne suffit pas. La France, historiquement, a consommé beaucoup de pétrole, et même si on remonte à un siècle, a quasiment inventé la voiture et inventé l'avion, avec Peugeot, Renault, puis l'avion avec les frères Wright qui travaillaient dans le sud de la France, et puis le plateau de Villacoublay. Donc on a une sorte de dette climatique d'avoir beaucoup émis dans les pays occidentaux. Donc l'idée du découplage, ce serait que ça diminuerait, on pourrait faire croître les richesses et faire diminuer l'impact. On peut le faire marginalement grâce au progrès technique, et c'est déjà ce qui se fait, c'est-à-dire que toutes les usines, toutes les activités économiques essayent de faire des économies, de moins dépenser d'électricité, de réduire les factures. Et ça amène à consommer un peu moins d'énergie, un peu moins de pétrole, etc. Mais à ce jour, alors il faut dire que dans une certaine mesure, on n'a jamais vraiment essayé le découplage. Hein. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu un pays qui aurait eu la volonté politique de le mettre en œuvre. Et donc, il y a peut-être des choses à faire. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui ne s'est jamais vraiment vu. En tout cas, à grande échelle, ça peut se voir de façon transitoire. Par exemple, on a l'Angleterre qui est passée des centrales, je crois que c'était au fioul ou au charbon, vers le gaz. Ben, ils ont rapidement diminué leurs émissions, alors que le PIB, lui, n'a pas décru, donc ça a amélioré forcément le rapport entre les deux. La France, quand on a installé le nucléaire, même si ce n'était pas l'objectif, on a aussi décarboné l'économie, donc on a fait un découplage sur le critère du climat. Je me permettrais même d'aller un petit peu plus loin. Là, tu parles du découplage monétaire et du découplage en production. On peut même envisager un découplage au niveau du bonheur. On pourrait avoir un pays qui génère plus de bonheur, plus de joie pour les gens, plus de satisfaction, avec une baisse matérielle et avec une baisse encore plus forte monétaire. Ça, c'est de l'ordre du possible et c'est de l'ordre d'un travail politique à faire. La question qui est posée est celle en fait de la résilience. Alors ici, l'hypothèse, c'est une attaque terroriste, mais on pourrait imaginer d'autres scénarios, et les scénarios qui peuvent peut-être arriver de beaucoup moins extraordinaires, ça peut être des inondations massives, ou peut-être un tremblement de terre, une secousse sismique proche d'un réacteur. Voilà, c'est couvert ça par les rapports de sûreté. C'est sans doute couvert, c'est sans doute pris en compte, oui. Mais le risque n'est jamais nul. Oui, c'est pris en compte. Et du coup, la réaction face au risque, c'est la valeur à mettre en avant, c'est celle de la résilience.
c'est celle d'être capable de faire face à des chocs externes et de maintenir quelque chose qui reste convenable. Et pour ça, effectivement, c'est un des défauts du nucléaire, c'est que c'est une énergie très concentrée, il y a peu de réacteurs. Et en plus, dans cette hypothèse-là, les conséquences sont particulièrement lourdes. La solution, ce serait, alors, en théorie, ce serait d'avoir beaucoup de centrales qui seraient plus petites et qui seraient sans conséquences. Et d'une certaine manière, c'est ce qu'on a. Si on avait des éoliennes, ce risque disparaîtrait de la nature de l'énergie éolienne. Alors, je ne défends pas l'éolienne par principe, mais voilà, c'est un des critères à prendre en compte. Sur la question du plastique, ça fait partie, selon moi, de la catégorie des matériaux indésirables à certains égards. Les ingénieurs aiment beaucoup de plastique parce que c'est extrêmement bon marché. Et du coup, on a eu tendance à mettre du plastique à la place des autres matériaux partout où c'était possible pour faire baisser les prix de revient. Aujourd'hui, on est sur une courbe de croissance de la production de plastique qui est exponentielle et les prévisions sont encore dans une croissance exponentielle. Malheureusement, il y a encore assez de pétrole pour faire énormément de plastique. Et c'est tout simplement quelque chose qui devrait être régulé par le politique. Donc il faudrait établir des normes pour qu'il y ait moins de plastique. On a eu la principale avancée du quinquennat Macron en termes d'écologie qui a été l'interdiction des pailles en plastique. C'est le bon type d'action à faire, mais il faut le faire à une autre échelle, tout simplement. Je voulais répondre aussi à la question sur le bonheur. Si on regarde les choses, comment dire, la finalité d'une société humaine, c'est pas la croissance du PIB. On n'est pas ici pour avoir un maximum d'objets, et tout le monde sait qu'avoir un maximum de salaire non plus, ça fait pas forcément le bonheur. Pour mesurer le bonheur, il y a des tas de manières de le faire, qui sont en concurrence les unes avec les autres. Il y a des spécialistes du bonheur, des scientifiques qui travaillent là-dessus. Une des manières les plus simples, c'est tout simplement le déclaratif, c'est-à-dire est-ce que vous êtes heureux? Et on obtient des statistiques qui sont déjà assez efficaces. Et effectivement, moi, il me semble que la recherche du bonheur devrait être un des moteurs premiers de l'action politique. Alors après, évidemment, ça pose des questions de gestion économique et des arbitrages qui peuvent être coûteux. C'est-à-dire, est-ce qu'on est prêt à renoncer à certains secteurs économiques pour avoir plus de bonheur? Enfin, il y a des questions politiques comme ça qui sont des questions difficiles. Je voulais préciser ce que je disais sur l'économie et le bonheur. En fait, il y a certaines activités économiques qui, évidemment, toutes les activités économiques ont un impact, mais un impact écologique, je veux dire, et elles ne contribuent pas toutes de la même façon au bonheur collectif. Si on prend par exemple l'industrie de la publicité, la contribution au bonheur collectif est assez limitée. C'est-à-dire ça produit beaucoup de frustration et ça nous oriente vers une surconsommation qui n'est pas forcément toujours raisonnable. Si je prends un autre exemple, si on prend toutes les sociétés qui font du démarchage téléphonique, ce sont des sociétés qui sont tout à fait légales et aujourd'hui elles contribuent au PIB. Est-ce qu'on veut avoir plus de démarchage téléphonique? Il faut toujours avoir si vous voulez, on a une manière d'aborder les choses qui est le laisser faire. Chaque entreprise peut être créée librement, quel que soit son impact sur le bonheur ou pas. On pourrait imaginer des façons, par exemple avec des conseils citoyens, on peut trouver des manières démocratiques pas très compliquées à mettre en place qui pourraient permettre de travailler cette question politique-là.